Journal, il s'agit de Madame Antoinette Mbelou. Elle est première vice-présidente de la Ligue de femmes de l'Union pour la démocratie et les progrès social, UDPS, en charge de la politique recrutement et implantation. Bonsoir Madame. Bonsoir Madame. Alors, mais tout d'abord, l'actualité, Madame, Monsieur, merci de nous suivre. Débutons ce journal en sport, en prélude du match qui oppose ce vendredi 25 mars 2022 les Léopards de la République démocratique du Congo à l'équipe marocaine dans le cadre du match de barrage mondial Qatar 2022. Et pour remonter leur morale, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde les a surpris au lieu d'entraînement au stade de Martyrs, nous dit Nadine Tchouchigombo dans ce reportage. 48 ans après, la République démocratique du Congo est déterminée à obtenir la qualification pour la Coupe du Monde. C'est dans cette optique et dans le cadre du match de barrage à l'épreuve ce vendredi 25 mars que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde s'est rendu l'après-midi du mercredi 23 mars au stade des Martyrs. Une manière pour le chef du gouvernement congolais de leur apporter le message d'encouragement du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, ainsi que de toute la population congolaise qui attend la grande victoire. Oui, bien sûr, le message que je suis venu apporter à nos vaillants léopards, c'est d'abord un message d'encouragement de la part du président de la République, le premier sportif du pays, pour vraiment assurer que tout le pays, derrière lui, est avec eux pour cette victoire. C'est un moment historique. Et donc, je voulais les assurer qu'ils ont bien sûr tout le soutien de toute la population congolaise et que nous, notre travail, c'est de les accompagner, de mettre en œuvre tout le nécessaire pour qu'ils puissent atteindre cette victoire. J'ai mentionné que nous mettions Dieu à contribution. Ça m'a fait plaisir de les voir prier et en entame d'entraînement et à la fin, parce que c'est avec Dieu que nous vaincrons. Et j'ai surtout tenu à leur rappeler que nous sommes à l'aube d'un moment historique. 48 ans après, nous croyons. Tout le peuple congolais croit que c'est possible qu'on fasse la différence. Et cette histoire, ça s'écrit maintenant. Ça s'écrit avec chacun d'entre eux. Leur nom sera écrit dans l'histoire et tout le peuple congolais s'en souviendra. Donc voilà le message d'encouragement qu'on est venu leur apporter. Et on reste convaincu que non seulement avec la présence du chef, parce qu'il ne veut pour rien au monde manquer ce match, être ici pour encourager nos léopards, mais avec toute la population congolaise, nous allons arracher cette victoire que nous voulons d'abord ici et puis concrétiser au Maroc où nous aurons ce match retour et finalement cette participation à la Coupe du Monde au Qatar. Par la même occasion, le Premier ministre a rassuré du soutien sans faille du gouvernement de la République. Il a appelé les léopards à tout mettre en œuvre pour remporter cette victoire, afin d'écrire une nouvelle page de l'histoire du football 48 ans après. Tout le monde l'attend, la rencontre ce vendredi 25 mars 2022 entre les léopards de la République démocratique du Congo et l'équipe marocaine. En tout cas, du côté des supporters, c'est l'optimisme. Les Quinois pronostiquent la victoire des fauves congolais. Qatar 2022, c'est possible avec le léopard de la République démocratique du Congo. Voilà en somme les réactions recueillies au centre-ville par nos reporters Émile Mouyaya et Lola Kinyama. Regardez. La veille de la rencontre RDC-Maroc, la tension était montée d'un cran dans les chefs de supporters des léopards et le pronostic fuse de partout. Ces Quinois rencontrés au centre-ville de Kinshasa ne jure que sur la victoire des fauves congolais. Bon, pronostic nangai pour le match à lobby, en tout cas, tous en a 2-0. Donc, pas de mon côté. Parce que déjà, match à l'Ebo et ceux qui datent déjà 2 hours, je crois que l'Ibanda Kuna et déjà c'est bon. Donc, conseil car on a fait ça n'a joueur à Léopard. Maroc, ça tabi mon côté bas Maroc, tabi mon combat tchate. Donc, poto on a tout kango malam pas. J'espère déjà au mon année Nazali. Au moins Naza est motivé parce que Naza congolais ils ont mboka nanga ils ont mabele ya bakoko nangai mutolo nangai botama awa Naza motivé pour une équipe nanga était congolais véritable congolais. Lobby d'être une victoire na biso ya sir. To gagner Mukeza 3-0. Show Mukie 3-0. En tout cas, match à lobby, espoir na ezali kaka to gagner 3-0. 3-0, surtout gagner à 3-0, Patriotisme oblige.
Je le disais au début, nous recevons ce soir dans ce journal un invité. Il s'agit de Madame Antoinette Mbelou. Elle est première vice-présidente de l'Union, de la Ligue de femmes de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Elle est en charge des politiques, recrutement et implantation. Madame Antoinette Mbelou, comment vous vous sentez dans votre peau de première vice-présidente de la Ligue des femmes? Comment vous vous sentez? Je me sens très bien dans ma peau de première vice-présidente de la Ligue. Je suis très à l'aise. Vous avez été récemment nommée, c'est ça? Oui, nous avons été nommés le 1er septembre de l'année passée. Alors, qu'est-ce que c'est une tâche facile d'être à la tête, à la direction, parmi ceux qui dirigent un parti politique comme l'UDPS? On le sait, il ne faut pas se voiler la face. L'UDPS est un parti un peu mouvementé. Comment vous faites pour maîtriser toutes ces femmes de l'UDPS? Bon, disons que c'est quelque chose, disons, le leadership, c'est d'abord quelque chose qui doit être inné. Et aussi, il faut l'aimer, le faire avec passion. Alors, comme je suis passionné à le faire, je pense que je suis à l'aise. Malgré les tractations, je suis à l'aise. Vous aimez la politique? Oui, j'aime bien la politique. Qu'est-ce qui vous a motivé? Vous avez un modèle, un exemple que vous avez suivi en politique? Bon, disons que j'ai toujours les soucis de travailler pour le pays, d'essayer d'apporter un changement dans la gestion de l'affaire publique. Et c'est ce qui m'a vraiment motivée pour, en tant que femme, apporter ce que j'ai le meilleur dans la gestion de la chose publique. Alors, il y a certaines femmes, puisque nous sommes au mois de mars, mois dédié à la femme, qui ont peur d'affronter la politique. Oh, c'est un milieu des hommes. Vous n'avez pas ressenti cette peur-là? Et quel message vous lancez à toutes ces femmes? Bon, dire qu'avoir peur d'affronter la politique c'est comme tout autre métier. Donc, on ne peut pas dire à une femme qui est militaire d'avoir peur d'exercer le travail de militaire. Donc, elle est militaire, elle est policière, elle est à l'aise parce qu'elle a aimé ça. Et je crois que tout, c'est aussi un dessein de Dieu. Quand Dieu vous a appelé à faire quelque chose, il va vous doter de ces qualités, de capacités, malgré les tractations, vous allez affronter. Donc, avoir peur, je considère la politique comme tout autre travail que je peux faire. Et comme je le considère ainsi, cela ne peut pas m'amener à avoir peur. Au contraire, chaque jour, je suis en train de chercher à mieux faire, améliorer ma façon de prester en politique. Alors, je reviens à vous, Madame Antoinette Mbelou. Le temps pour moi de poursuivre avec le journal. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé mercredi 23 mars 2022 à Agaba, en Jordanie. Il a été reçu par Sa Majesté le roi Abdullah II au Palais Royal. Au menu de leurs entretiens, de leurs échanges, le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays, nous dit Bijou Tchila dans ce reportage. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a été reçu mercredi 23 mars au Palais Royal d'Akaba par Sa Majesté Abdullah II dans une bilatérale où il a été accompagné de 3 de ses collaborateurs, notamment son conseiller privé Fortuna Bisselele, son conseiller militaire le général Kabamba, ainsi que son conseiller en investissement Jean-Claude Kabongo. Les 2 personnalités ont exprimé chacune leur joie d'être face à face. En premier, le président Félix-Antoine Tshisekedi a tout d'abord remercié Sa Majesté Abdullah de l'avoir invité dans son royaume avant d'aborder l'appui de la Jordanie de ce troupe dans les opérations de la MONUSCO visant à sécuriser l'est de la RDC. Félix-Antoine Tshisekedi a échangé avec son homologue sur les sujets d'intérêt commun relevant les différents domaines comme la sécurité, la coopération militaire, les infrastructures, l'agro-industrie, les énergies renouvelables et les mines. Dans un entretien qui a duré une trentaine de minutes, Sa Majesté le roi de Jordanie s'est dit très satisfait du nouveau départ entre les 2 pays dont les relations passaient autrefois par les intermédiaires.
Abdoula II s'engage déjà à cette étape à parrainer des missions économiques de deux pays en vue de renforcer leurs liens. Par ailleurs, les deux hommes d'État se sont accordés pour régler des aspects juridiques de cette coopération bilatérale par deux billets de leurs gouvernements respectifs. D'ici là, c'est la ville d'Aqaba, l'une des stations balnéaires de la Jordanie, qui abrite du 23 au 24 mars de cette rencontre de haut niveau. Le souverain jordanien a convié à ces mini-sommets des invités des marques venant d'Afrique, outre le président Félix-Antoine Tshisekedi de la RDC, Paul Kagame du Rwanda, Philippe Nyusi du Mozambique, ainsi que le premier ministre tanzanien Kassim Majaliwa sont présents à Accra. Sachez que profitant du sommet d'Agaba sur la paix en Afrique de l'Est, les présidents Félix-Antoine Tshisekedi et Paul Kagame ont eu un tête-à-tête ce jeudi 24 mars 2022. Au menu, la coopération bilatérale entre les deux pays. Et on parle autre chose. Les élus provinciaux et nationaux de l'espace Grand Équateur du mouvement de libération du Congo étaient en discussion avec le président Jean-Pierre Bemba Gombo. Les enjeux politiques actuels et à venir étaient au centre de leurs entretiens. Question de connaître les orientations de leurs leaders, nous dit ce reportage signé par nos confrères de Canal King Télévision. Les élus nationaux et provinciaux de l'espace Grand Équateur ont été suffisamment édifiés à travers ces discussions avec le président national du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo. Les enjeux politiques actuels et à venir ont constitué l'ossature essentielle des échanges. Ainsi, les députés nationaux et provinciaux ont convergé en vue de reconnaître la pertinence des orientations et éclairages de Jean-Pierre Bemba. Étant donné qu'il est originaire de ces coins, il est le grand notable, le notable numéro 1 de ces coins. S'il était important pour qu'il puisse échanger avec les leaders provinciaux de ces coins, parce que nous supposons, c'est nous qui avions sollicité cette rencontre, parce que les députés provinciaux supposent que et confirment que c'est lui leur œil au niveau de l'union sacrée. Donc, tous les problèmes de l'Équateur, les idérata de la population de l'Équateur, les soucis, leurs préoccupations, les lamentations, ils ont préféré rencontrer les leaders originaires de ces coins, les notables de ces coins, qui est le président national Jean-Pierre Bemba Gombo, pour qu'il puisse lui faire part. Les engagements des élus ont été fermes en vue de faire de l'espace Grand Équateur un espace de vie où les populations trouvent un grand intérêt par les actions et discours des cadres politiques. Je suis très satisfaite parce que je trouve que finalement, les politiciens du Grand Équateur comprennent que oui, on est les députés, on est les élus, mais quelque part, nous avons ceux-là qui se sont battus pour notre liberté. Il s'agit du président Jean-Pierre Bemba. En outre, ils ont émis le vœu de voir ce genre de rencontres se multiplier, vœu auquel le président national du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo, a accédé sans condition. Environnement, le secrétaire exécutif de la Commission de forêt d'Afrique centrale, COMIFAC, a entamé ce jeudi 24 mars 2022 une visite de travail en République démocratique du Congo sur invitation de la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba Massoudi. L'agenda des Maïdou Hervé Martial prévoit entre autres les discussions sur l'état d'avancement des discussions autour de la tenue prochaine à Kinshasa du 3e sommet de chefs d'État de la COMIFAC. Doudou Montiri signe ce reportage.
Les modalités d'accès au fonds climat selon les engagements souscrits par les bailleurs à Glasgow et les échanges sous la participation des pays membres de la COMIFAC aux différentes rencontres internationales sont d'autres points évoqués au cours de cette séance de travail. La coordination nationale de la COMIFAC RDC et le secrétariat exécutif de la COMIFAC ont examiné le draft de la feuille de route et la convention entre la RDC et la COMIFAC sur l'organisation de ce troisième sommet tout en faisant un état des lieux des contributions égalitaires de la RDC à cette structure sous-régionale. Pour Maïdou Hervé Martial, deux défis s'imposent, notamment celui d'obtenir le décaissement effectif de plus de 1,5 milliard de dollars de fonds promis par les partenaires en faveur de pays membres de la COMIFAC et aussi la tenue avec succès du troisième sommet des chefs d'État. Nous sommes là sur accord de son Excellence Madame la Vice-Première ministre, ministre de l'Environnement, tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup d'enjeux ces derniers temps avec l'annonce faite par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État de la République démocratique du Congo, de pouvoir organiser le troisième sommet des chefs d'État de la Commission des forêts d'Afrique centrale en RDC. Il y a eu également une annonce au sortir des négociations sur le climat à Glasgow sur un don de 1,5 milliard de dollars américains à la Commission des forêts d'Afrique centrale. Et ce sont autant de questions sur lesquelles nous devons nous entretenir avec son Excellence Madame la Vice-Première ministre sur comment est-ce que le pays doit s'organiser et se mobiliser afin de pouvoir répondre à ces deux préoccupations qui sont un enjeu majeur pour la sous-région Afrique centrale et pour la RDC en particulier. Restons dans ce secteur pour dire que la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, est arrivée à Dakar au Sénégal le lundi dernier. Elle prend part pour le compte de la République démocratique du Congo au 9e Forum mondial de l'eau. Autre détail dans ce reportage. Doudou Montiri. Ce 9e Forum mondial de l'eau dont prend part au Sénégal le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable et du genre en Afrique subsaharienne, réuni du 22 au 27 mars 2022, la communauté mondiale de l'eau et de l'assainissement sous les thèmes « La sécurité de l'eau pour la paix et le développement ». Le 9e Forum de l'eau constitue un défi de taille car il se concentre sur l'agenda 2030 pour une action transformatrice. Les gouvernements, les secteurs privés et les organisations de la société civile planchent sur 4 priorités au cours de ces assises, dont la sécurité de l'eau et l'assainissement, la coopération, le développement rural. Les participants devront également renforcer la mise en œuvre des actions nécessaires à l'atteinte des objectifs du développement durable. La Grande Messe de l'eau de Dakar offre une plateforme d'expression pour les parties prenantes, notamment les groupes de femmes, les jeunes, les agriculteurs, éleveurs et pêcheurs, et contribuera à la transformation de la vie quotidienne des populations et à l'amélioration des performances des secteurs productifs. Du 1er janvier au 31 décembre, évidemment, pendant la saison sèche, nous avons le mois de juin, juillet et août, où il peut aussi pleuvoir pendant la saison sèche. Pendant ce temps, il y a beaucoup de pays d'Afrique qui manquent d'eau et beaucoup de pays du monde qui manquent d'eau. Nous avons de l'eau, nous avons ces potentiels environnemental très importants, mais nous avons besoin de la technologie qui devra nous permettre de rentabiliser ces ressources en eau. C'est un élément important dont nous devons tenir compte. Ce n'est pas un élément que nous allons acheter ailleurs, parce que dessaler l'eau de la mer, ça coûte une fortune. Par contre, élargir l'adduction d'eau potable à la population n'est pas aussi cher que ça. Le Forum mondial de l'eau est un grand événement mondial sur l'eau. Il est organisé tous les 3 ans depuis 1997 par le Conseil mondial de l'eau en partenariat avec un pays hôte. L'édition 2022 est organisée à Dakar au Sénégal, un pays d'Afrique, après le premier forum tenu à Marrakech au Maroc en 1997.
Alors, Madame Antoinette Mbelou, que représente pour vous ce mois de mars, ce mois dédié à la femme, ou la journée du 8, une journée dédiée à la femme? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Bon, le mois de mars, comme souvent nous avons l'habitude de célébrer le mois de mars. Je crois que c'est un mois qui nous permet, nous femmes, d'avoir plus le temps de réfléchir, le temps de prendre conscience, le temps de faire l'analyse et voir s'il y a avancé ou pas par rapport au combat des droits de la femme. Donc c'est un mois dans lequel nous devons plus, non seulement attendre le mois, parce que le combat de la femme, nous sommes chaque jour, c'est ça notre champ de bataille, nous nous battons, mais il y a une spécificité par rapport à ce mois. C'est là, ça nous permet un peu pendant tout le mois, organiser des séminaires, des formations, organiser des forums, organiser des rencontres pour faire comprendre aux femmes, il s'agit de quoi? Il s'agit de le mois qui nous est dédié par rapport au combat que les autres femmes ont eu à mener pour l'évolution du droit de la femme. Et ces femmes comprennent? Y a-t-il des avancées en ces termes, dans ce sens-là, en République démocratique du Congo? Oui, je pense que quand le mois de femmes a commencé à être célébré, ce n'est pas le cas comme aujourd'hui. Je vois qu'il y a avancé, parce que quand nous avions commencé à célébrer au niveau de la République démocratique du Congo, c'était plus l'accès sur le port des pagnes. Mais je vois avec le temps, le port de pagne a essayé un peu de diminuer, mais nous voyons plus les femmes sont dans les formations, les femmes sont dans des séminaires, forums, pour voir comment est-ce que nous pouvons avancer avec le combat de la femme. Alors s'il faut améliorer quelque chose dans ce sens-là, dans le combat des droits de la femme, on améliore quoi? S'il faut améliorer, moi je pense qu'il faudrait d'abord commencer par la sensibilisation, une forte sensibilisation. Je suis contente que l'ONU Femmes met l'accent sur la jeune fille, la promotion aussi de la jeune fille, l'autonomisation de la jeune fille. Donc nous avons impliqué aussi la jeune fille. Donc on ne peut pas seulement aller avec les femmes, nous oublions les jeunes filles parce que celles-là aussi auront à subir les mêmes discriminations, les mêmes problèmes que nous femmes aujourd'hui nous sommes en train de subir. Donc moi je pense que s'il faut améliorer, nous devons plus impliquer aussi nos jeunes filles, qu'elles puissent aussi s'élever pour qu'ensemble nous puissions combattre. Alors je reviens avec une dernière question pour conclure avec vous. Célébration, madame, monsieur, ce 24 mars de la journée internationale de lutte contre la tuberculose, placée sous les thèmes investir pour sauver des vies. En République démocratique du Congo, le ministre de la Santé, Dr Jean-Jacques Mbongani, appelle à des réflexions et financements innovants pour appuyer la lutte contre la tuberculose. Suivez l'extrait du message du ministre de la Santé choisi ici par Nadine Tchotchigombo. La journée mondiale de lutte contre la tuberculose, JMT en sigle, célébrée chaque 24 mars de l'année, permet de sensibiliser le monde entier, en général, et la population de la RDC en particulier, sur le fardeau que représente cette maladie dans le monde, et de faire le point sur les efforts de prévention et des soins. C'est aussi l'occasion de mobiliser l'engagement politique au plus haut niveau et social pour mettre fin à la tuberculose. Depuis 3 ans, la lutte contre la tuberculose doit faire aussi face à un autre défi, la Covid-19, qui présente des symptômes similaires. Ici de rappeler que la tuberculose et la Covid ont en commun la triade des signes suivants: fièvre, toux et dyspnée. Ce qui a un impact négatif sur le dépistage de la tuberculose dans notre communauté, ainsi que la fréquentation des services de la tuberculose. Pour cette année, l'Organisation mondiale de la santé a retenu comme thème « Investir pour sauver des vies ». Le sous-thème national est «
Investir dans la lutte contre la tuberculose en RDC, c'est investir dans la couverture sanitaire universelle. Ce thème met un accent particulier sur l'accès aux prestations de santé de qualité en matière de lutte contre la tuberculose à toute la population congolaise dans un contexte de ressources limitées avec une forte implication des hommes en général ainsi qu'une attention soutenue aux populations vulnérables. Chers compatriotes, la pandémie Covid-19 en est à sa 3e année et malheureusement retient actuellement une bonne partie des ressources qui devraient être affectées à la prévention, au dépistage, diagnostic et traitement de la tuberculose. Ainsi, nous devons réfléchir à des financements innovants pour appuyer la lutte contre la tuberculose dans notre pays. Rendons-nous à présent dans les différents centres de vente des produits issus du centre pilote de Kanyamakasese et de Lovo dans le Congo central. En tout cas, pas de rupture de stock en cette période de la flambée de prix de farine de maïs. Les camps de policiers et militaires ne sont pas affectés par cette situation. Regardez. La flambée des prix de farine de maïs sur le marché n'affecte pas les camps des policiers et militaires. Les différentes cantines de vente de produits issus du centre pilote de Kanyamakasese ainsi que celui de Lovo dans le Congo central tournent en plein régime. Soucieux du mieux-être des hommes en uniforme, FARDC et Police nationale congolaise, le commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tient au bon fonctionnement de ces cantines installées dans les camps militaires et des policiers depuis le mois de septembre 2021. Les instructions claires et précises données sur le maintien du prix de 18 000 francs congolais par sac de farine de maïs de 25 kg, farine de meilleure qualité, sont de strictes applications, contrairement au prix des supermarchés qui se négocient aujourd'hui entre 45 et 90 000 francs congolais. Explosion de joie pour les militaires et leurs épouses, teintées d'un sentiment de gratitude à l'endroit du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette initiative, comme c'est le cas ici au camp Colonel Tchachi. Ambiance des grands jours également pour les familles des militaires hébergés au camp Kokolo dans la commune de Lingwala qui s'approvisionnent sans encombre de cette denrée rare. Na libanda tozo so basemu na 50 000 mais awa bazo tekala biso na 18 000 francs ezo pesa biso faveur na biso ba mama bana vraiment bana bali ape malamu ke le musu ndenge zalaki fufu ekufi il faut ki mamoge pas voisin tira mama kopo moko bona pina bongisa fufu mais semu loyo evandi béton oyo ndesuka elengi. Les policiers ne sont pas en reste. La cantine placée au camp Lufungula dans la commune de Lingwala ne connaît pas de rupture de stock. Des camions Kamaz sont mis à contribution pour les ravitaillements au grand bonheur des bénéficiaires, les familles des policiers. Naza maman veuve, banda mobali nanga kufa atikela nga salaire. Nazoka salaire na futa kanda ko tangisa kabana. Fati béton abakiseli biso fufu. La vision du chef de l'État, c'est de pérenniser cette action et le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik s'y attelle sans atermoiement. Pour le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, commandant du service national, les cantines seront approvisionnées dès la deuxième moitié de l'année 2022 d'autres produits de première nécessité comme les Saint-Char, les poulets, l'huile de table et bien d'autres qui vont meubler ces cantines de militaires et policiers.
Les Congolais se sont souvenus ce jeudi 24 mars 2022 du décès du tout premier président de la République démocratique du Congo. Joseph Kasavubu avait tiré sa révérence en cette date de l'année 1969 à Boma, dans le Congo central, à Kinshasa. Des gerbes de fleurs ont été déposées en son monument érigé dans la commune qui porte son nom. Yves Leschwing. Né à Dizi, près de Tchela, centre de Lemayombe, dans la province du Congo central en 1917, Joseph Kasavubu a dirigé l'actuelle République démocratique du Congo comme tout premier président pendant 5 ans, du 30 juin 1960 au 24 novembre 1965. Il y est donc resté durant 5 ans, 4 mois et 25 jours. Président de la BACO, Association des Bas-Congo, Joseph Kasavubu était le premier Congolais à réclamer auprès du colonisateur les droits de premiers occupants en 1947. Quelques mois après l'indépendance, un conflit ouvert éclata entre Joseph Kasavubu et le premier ministre Patrice Lumumba. Après avoir été inversé par le coup d'état militaire de Joseph Mobutu en novembre 1965, Joseph Kasavubu fut restreint à résidence par ce dernier et meurt de maladie et de manque de soins en 1969, dans sa résidence surveillée de Kisundi à Boma, dans le Congo central. Cela fait donc 53 ans depuis le décès de Joseph Kasavubu. À Kinshasa, des gerbes de fleurs ont été déposées devant son monument dans la commune qui porte son nom et une messe d'action des grâces a été dite dans la cathédrale Notre-Dame du Congo, d'où ces témoignages. C'est pourquoi nous, ces élèves, nous sommes là. Et la République démocratique, son auditoire est là. Les qualités, les œuvres, l'engagement de ce héros, c'est ce qui est l'héritage de tout un chacun. Aujourd'hui, heureusement, grâce à Dieu, nous avons été bénis par un président qui est sur ses pas. Alors, Madame Antoinette Mbelou, votre parti l'UDPS, est aujourd'hui dans la gestion du pays au pouvoir, après avoir passé plusieurs années dans l'opposition. Que pensez-vous, quelle analyse vous faites de la gestion de votre parti, la gestion du pays? Est-ce qu'elle est positive ou négative? Bon, je ne peux que dire, ce n'est pas parce que je suis de l'UDPS, mais tout à l'heure, là, vous venez de voir le travail que le service national est en train d'abattre dans le camp militaire. C'est déjà un élément positif. Et voire même sur la participation de femmes dans les instances de prise de décision. Nous sommes partis de 17% à 27%. C'est déjà un élément positif. Il y a la gratuité de l'enseignement, bien que il y a des améliorations qu'il faut porter, c'est déjà un élément positif. Je ne peux que dire que le bilan de l'UDPS dans la gestion du pays est positif. Mais il y a certains points aussi que nous devons apporter des améliorations. Parce que vous savez, l'UDPS, tout son combat, comme vous venez de le dire, a combattu pour les changements dans le pays. Et je crois que nous avons emboîté le pas du changement et ce n'est pas avec un bâton magique que nous pouvons dans ces 3 ans changer complètement la chose ou bien la gestion du pays, mais je crois que déjà les signaux, des indicateurs que nous avons, les signaux que nous avons, ça montre que c'est positif. Alors merci Madame Antoinette Mbelou. Merci beaucoup. Première vice-présidente de la Ligue de femmes de l'Union pour la démocratie et progrès social UDPS en charge de la politique, recrutement et implantation. Merci. Alors, nous terminons ce journal avec ce reportage des tenanciers des dépôts de carburant qui ont manifesté ce jeudi 24 mars 2022 devant le cabinet du ministre des Hydrocarbures. Ils protestent contre la décision des Dizier Boudimou de fermer leurs dépôts après l'incendie survenu au quartier des Bonhommes. Suivez. La décision du ministre des Hydrocarbures de fermer des dépôts de carburant après l'incendie d'un dépôt au quartier des Bonhommes ayant fait plusieurs dégâts matériels et morts d'hommes n'enchante pas les tenanciers de ces dépôts. Ils ont manifesté leur mécontentement.
Ils ont manifesté leur mécontentement devant le bâtiment administratif où se trouve le cabinet du ministre Didier Budimbu. misali nyonso ezalaka na bainconvénient nango maintenant sikoyo soki depo moko okangeli biso badepo bana na biso bazone kaka na depo wana tozosala foto. Ce journal est fini, madame, monsieur. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Au revoir.